Bonjour et bienvenue dans le podcast ésotérique. J'ai créé ce podcast dans l'idée d'y rassembler toutes les informations qui me semblent utiles et justes lorsque l'on s'éveille à une spiritualité consciente. J'espère que cet épisode vous plaira, car aujourd'hui, je vais vous parler de comment devenir un messager de l'invisible. Finalement, il me semble que toute personne qui développe ses capacités extrasensorielles ou qui souhaite le faire, souhaite en réalité pouvoir connecter avec une information qui aille au-delà des pensées quotidiennes et de la conscience active de chaque jour. Il me semble que dans ce désir de vouloir découvrir une forme de médiumnité, il y a aussi le désir de trouver une forme d'espoir et de pouvoir comprendre et déceler dans ce monde une réalité bien plus belle et bien plus magique que celle que l'on nous inculque dans cette société. Car oui, il me semble que cette quête de spiritualité qui semble poindre depuis quelques années est une réponse à un besoin de trouver du sens dans ce que nous vivons. Mais surtout, c'est une quête de liberté. Et c'est bien pour cela que j'ai créé ce podcast. Car il est un accès gratuit à une information que j'estime être fondamentale pour pouvoir accompagner cette humanité nouvelle qui se dévoile. Car non, la vie spirituelle n'appartient pas aux gens perchés en refus d'incarnation. C'est même l'erreur commune que font beaucoup de personnes qui entreprennent un chemin spirituel. De croire que la spiritualité va peut-être adoucir l'incarnation en nous permettant d'orienter notre conscience vers quelque chose d'irréel. Or, la spiritualité, c'est réussir à donner du sens à la fois dans nos perceptions, dans notre quotidien, et de donner du sens dans nos actes. Parce que plus nos actes ont du sens, plus ils doivent être orientés vers le bien-être commun. Parce que si vous êtes victime d'une société et d'un monde dans lequel il n'existe rien d'autre que ce que vous voyez, que ce que l'on vous dit, eh bien vous êtes persuadé que vous ne pouvez rien y changer et que vous ne pouvez que subir cette vie. Tandis que de comprendre que sommeille en chacun une possibilité de devenir un messager de l'invisible, cela redonne d'un seul coup beaucoup plus d'espoir quant à la capacité que nous avons de changer les choses à plus ou moins grande échelle. La spiritualité, c'est un engagement envers la vie, un engagement envers notre capacité spirituelle et donc factuelle, parce que nous le savons, vous le savez aujourd'hui, l'esprit précède la matière. Il y a en chaque particule de matière une part du grand esprit. Ce qui signifie que de comprendre l'ampleur de la possibilité qu'a notre esprit de nourrir la matière, c'est une possibilité de connecter avec ce monde subtil pour en remodeler l'information et ainsi donner une nouvelle forme à notre monde et donc à notre société. N'entendez surtout pas là un discours culpabilisateur de ma part. Un esprit qui n'a pas conscience de son potentiel, ce n'est pas un esprit coupable d'inaction, c'est un esprit qui est capable d'accueillir une information nouvelle. Notre responsabilité intervient à partir du moment où nous sommes conscients de notre pouvoir d'agir et que nous choisissons de ne pas le faire. Alors cet épisode de podcast, il est là pour vous communiquer toutes les possibilités qui vous habitent, tout ce que vous êtes capable de faire et que vous allez découvrir chaque jour de votre vie à partir d'aujourd'hui. Car finalement, dans ce que je vais vous transmettre aujourd'hui, il y a toutes les informations que j'ai pu recueillir et qui nourrissent chacune de mes séances d'accompagnement. Vous allez donc comprendre comment fonctionne ma médiumnité, comment je perçois les choses pendant les séances et quels sont les conseils ou les adaptations que l'on peut faire pour faciliter la connexion à l'invisible. Alors que vous ayez un réel désir de développer votre connexion avec l'invisible ou que vous soyez simplement curieux de savoir comment je perçois les choses lorsque je connecte à vos existences et à vos problématiques, eh bien, vous allez normalement y trouver un certain intérêt.
Tout d'abord, pour devenir un messager de l'invisible, il est nécessaire de savoir se rendre accessible à l'information. Nous en avons tous conscience, nous sommes des êtres humains dans cette société qui avons tendance à valoriser énormément l'activité mentale. Ce n'est pas totalement de notre faute, puisque d'une certaine façon, tout nous pousse à être dans l'optimisation du moindre espace et de la moindre minute. Aussi, calmer ses pensées pendant 5 minutes, c'est peut-être devoir faire face au vide, et donc à l'inactivité. L'inactivité, c'est l'inefficacité, et donc, c'est une attitude de fainéant. Or, l'invisible nous impose une toute autre attitude. Lorsque l'on connecte à l'information de l'invisible, lorsque l'on entre en connexion avec l'invisible, avec des strates qui existent au-delà de la matière, il nous faut faire preuve d'une forme de vacuité vertueuse. Cela signifie que l'on ne peut décemment pas remplir un espace déjà plein. Pour accueillir une information intuitive, une information subtile, nous devons donc faire de la place dans notre esprit, pour que puisse exister cette vacuité vertueuse qui aura pour objectif de nous transformer en calice, recevant les eaux d'en haut, les eaux divines, l'information subtile. Si vous n'avez de cesse que de vouloir contrôler vos pensées, et surtout les rendre surabondantes pour vous donner cette illusion que plus vous pensez, plus vous existez, eh bien vous ne pourrez pas recueillir cette information subtile. Le premier exercice et la première chose qui sera donc nécessaire, c'est de savoir apaiser, au moins momentanément, ce mental qui fonctionne à toute vitesse. Et j'entends déjà certaines voix me dire « Mais Léa, tu ne t'en rends pas compte, je n'en suis pas capable, je suis incapable de faire ça. Je ne le peux pas, je suis victime de mon propre mental. » Et c'est là que commence la maîtrise. Car non, vous n'êtes pas victime d'une part de vous-même. Cela ne signifie pas que le processus de réappropriation de son espace mental est quelque chose de facile. C'est loin de l'être, d'ailleurs. Et ne pensez pas que je sois extraite de cette dynamique. Je suis moi-même pleinement impliquée dans cette difficulté de savoir faire suffisamment d'espace, de faire preuve de cette vacuité vertueuse qui me permette de recueillir l'information. C'est d'ailleurs une part de la fatigue qui est insufflée à toute personne médium qui recueille de l'information. Parce que c'est une réelle maîtrise, trouver l'équilibre entre cette part de soi qui pense et cette part de l'invisible qui communique et qui a besoin d'espace pour se faire entendre. Ce sera donc la première chose nécessaire pour que vous puissiez communiquer avec l'invisible, devenir son messager. Un messager doit d'abord écouter le message avant de pouvoir le retransmettre. Cela signifie qu'il a dû comprendre le message pour le retransmettre dignement. Et pour comprendre le message, il faut en être digne. Et cela signifie que nous devons nous absoudre de tout jugement et de toute préconception quant à l'information que l'on reçoit. Cela signifie que lorsque l'on reçoit une information qui sort de notre système de valeurs personnelles, nous devons être capables de l'accueillir. Cela nécessite donc que nous ayons pu faire la paix avec certains aspects de notre personnalité ou de notre histoire, mais aussi que nous soyons capables de ne pas mettre trop de nous-mêmes dans l'information reçue. Parce que ce que vous recevez comme information pour l'autre, pour le monde, pour l'environnement autour de vous, ou pour la personne qui vous consulte, est une information qui est juste de ce point de vue, mais qui n'a pas à recueillir votre manière de penser. Une information qui est juste pour la conscience qui doit la recevoir, mais pas forcément pour vous. Et si toutefois vous devez recevoir une information qui sort de votre système de valeurs actuel, mais qui vous est directement destinée, eh bien peut-être que c'est justement une information qui est vouée à vous questionner, à vous transformer et à modifier légèrement ce système de valeurs. Tout n'est pas acceptable, tout ne doit pas vous changer. Une information que vous recevez et avec laquelle vous n'avez pas d'accord profond,
et peut-être simplement une information qui vient approfondir vos certitudes quant à ce qui est juste pour vous et ce qui ne l'est pas. Mais dans tous les cas, et peu importe pourquoi vous recevez ces informations, vous devez en être digne, dans le sens où votre attitude doit au maximum être exempte de jugements qui pourraient dénaturer l'information première. Il vous est nécessaire de pouvoir créer cette juste harmonie, ce juste équilibre qui vous permette de recueillir une information, de la rendre intelligible et de pouvoir la redistribuer sans que cela n'en fasse une autre information que celle que vous avez reçue. Et comme l'invisible parle de nombreux langages, il va vous être nécessaire de pouvoir vous munir d'autres outils de perception. Celui dont je parle le plus et qui est mon outil favori, c'est celui de s'habituer à la visualisation par l'écran de l'esprit. Évidemment, ce n'est pas un outil qui pourra être utilisé par les personnes aphantasiques ou les personnes aveugles de naissance. Il est évident que l'outil de perception par l'esprit n'a pas pu se développer d'une manière suffisante pour pouvoir devenir un élément de connexion majeur. Mais bien heureusement, l'invisible n'a pas seulement besoin du visuel et de la forme pour se faire entendre. Cependant, lorsque l'on peut développer cet outil de visualisation par l'écran de l'esprit, on devient capable d'accueillir et de recueillir des informations sous forme d'images. On en parlera un petit peu en deuxième partie de cet épisode, mais il me semble que cet outil soit l'un des plus importants et qui puisse nous permettre à la fois de développer l'imaginaire, mais aussi de développer la connexion à une information qui a besoin de prendre des formes et de se manifester en symbole ou en image pour être entendue et comprise. Et pour ce faire, il y a un élément primordial qui devra être une habitude quotidienne et qui vous permettra aussi d'atteindre parfois certains états de repos dans des périodes de stress intense, c'est le fait de pouvoir changer volontairement d'état de conscience. Jongler entre des états de conscience, c'est pouvoir se plonger dans un état de conscience modifié pour recueillir de l'information, mais aussi de pouvoir revenir à un certain état de conscience actif pour pouvoir modifier les curseurs d'intention et d'orientation de l'information. C'est-à-dire que lorsque vous voulez recueillir une information particulière, spécifique, vous devez poser une intention, donner une direction à cette force qui vous permettra de recueillir l'information la plus juste. Pour pouvoir poser une intention fiable et qui vous emmènera surtout à la bonne information, il faut que votre état de conscience soit pleinement actif et que vous soyez en capacité de penser clairement et volontairement selon les caractéristiques et les codes qui vous sont nécessaires. Une fois que votre intention est posée et qu'elle se calque en information d'arrière-plan qui va vous guider, c'est comme l'automobile dans laquelle vous allez entrer pour pouvoir aller jusqu'à votre point de rencontre avec l'information, eh bien vous allez devoir entrer en état léger de transe pour pouvoir vous aligner à l'information qui se présente, que votre fréquence se modifie de manière à s'adapter à celle dans laquelle se situe l'information que vous souhaitez recueillir. Dans ce cas, vous êtes en état modifié de conscience, avec toujours cette intention de fond qui vous guide et qui vous emmène au bon endroit, mais avec un état de conscience adapté pour pouvoir voyager sur d'autres strates. Vous allez ainsi recueillir cette information, la mettre dans le coffre de votre automobile et de nouveau changer d'état de conscience pour que cette automobile vous ramène jusqu'à votre corps et à votre état de pleine capacité intellectuelle. Aussi, c'est un jeu qui vous permet de modeler votre état de conscience de manière à pouvoir faire le lien entre deux mondes, celui que vous habitez avec votre corps et celui que vous habitez avec votre esprit. Vous êtes tous et toutes capables de le faire, mais vous n'y arriverez pas tous et toutes avec la même rapidité. C'est un travail qui nécessite des années d'entraînement. Aussi, si vous êtes à la fois capable de recueillir une information qui sorte même de votre espace de valeur ou de vos habitudes. Par exemple, si vous êtes capable de recueillir une information qui ne soit pas figurative mais abstraite, et que vous puissiez lui donner du sens malgré tout,
Si en plus de cela, vous êtes capable d'une vacuité vertueuse qui vous permette de contenir cette information pour pouvoir la transmettre ensuite ou l'imprégner dans votre corps, si vous êtes capable de visualiser par l'écran de l'esprit pour recueillir avec subtilité l'information qui se présente, et si en plus vous habituez votre corps à modifier ses états de conscience à votre guise pour pouvoir vous adapter à la nature de l'information à laquelle vous connectez, vous êtes fin prêt à devenir un messager de l'invisible. Car l'invisible parle différents langages. Oui, nous sommes habitués à communiquer par les mots. Mais en tant qu'êtres humains, nous sommes nous-mêmes des êtres qui communiquons d'une multitude de façons. Nous communiquons par les gestes, par les expressions du visage, les émotions, par la parole. Nous communiquons de multiples manières. Et c'est également le cas de l'invisible. Alors bien évidemment, et comme toujours, je ne vous parlerai que de ma perception des différents moyens qu'a l'invisible de communiquer avec nous. Aussi, peut-être que vous aurez beaucoup de choses à rajouter à mon discours, et c'est super, c'est ce qui fait aussi l'intérêt de partager nos connaissances. Pour ma part, j'ai identifié plusieurs méthodes de connexion, et celle que je préfère, étant une personne qui aime le visuel, qui aime donner forme aux choses, ce sont les images qui se présentent dans l'écran de l'esprit. Ces images, elles peuvent être bien différentes les unes des autres. Il y a, je dirais, 2 catégories d'images qui se présentent. Lors d'une connexion subtile, il peut y avoir des images abstraites, des formes, des couleurs, des structures. Ces images donnent généralement des informations sur l'état des corps subtils, sur la façon dont nos émotions interagissent avec le corps, mais également sur les forces en action. C'est aussi ce qui permet généralement de savoir si une personne est parasitée ou s'il y a peut-être des interactions avec d'autres êtres humains qui pourraient porter préjudice à l'équilibre de la vitalité de la personne. Ce sont aussi des images qui sont utilisées pour communiquer des symboles actifs qui vont venir interagir avec l'équilibre spirituel et corporel de la personne. Par exemple, il peut y avoir l'apparition de solides de Platon ou de structures particulières qui vont nous permettre d'agir sur une défaillance structurelle émotionnelle ou peut-être une défaillance de structure de pensée. Ce sont généralement ces images-là aussi qui vont, pour ma part en tout cas, m'informer d'une potentielle pathologie mentale chez la personne et dans ces cas-là m'orienter sur le fait que je puisse ou non l'accueillir pour une séance de soins énergétiques. Ces informations abstraites sont très importantes à prendre en compte car elles vont être les témoins d'une dimension active de la séance. C'est-à-dire qu'elles vont mettre en image et rendre intelligible de ce point de vue un mécanisme qui à la base est tout à fait inconscient. En tout cas pour la personne qui le vit et qui le reçoit. Lorsque je reçois des images abstraites, elles sont à la fois des indications sur la manière dont je dois agir pour équilibrer le problème qui existe, le déséquilibre qui existe en la personne, ou alors tout simplement une démonstration symbolique de la manière dont la personne expérimente son incarnation, ou alors des problématiques émotionnelles ou sociales, etc. Et donc ça va être une information cruciale quant à ce qui rend l'expérience douloureuse ou déséquilibrante ou souffrante.
Et c'est évidemment valable pour les expériences vertueuses et sources de joie et d'équilibre. Il y a toujours une interaction qui peut être perçue sur des strates plutôt liées à la forme, à l'informe, mais aussi aux structures et aux couleurs, même parfois à la musicalité. Et puis il y a les images figuratives qui nous sont envoyées, notamment lorsqu'il s'agit de mémoires personnelles, de mémoires karmiques, donc d'autres vies. Certains les nomment parallèles, d'autres antérieurs. En soi, les deux dénominations sont valables selon où l'on situe notre conscience. Mais également, ces images figuratives permettent l'apparition de guides pour pouvoir identifier leur nature, leur rôle et leur origine, entre guillemets. Quand je parle d'origine, je parle de strates, de nature profonde, d'où est-ce qu'ils viennent en termes de fréquence. Mais cela permet aussi parfois de mettre en place des visions factuelles, figuratives, comme des reproductions de la vie de la personne qui proposent une résolution à un problème. Aussi, l'invisible nous offre à la fois une forme d'espace qui n'est pas réellement un espace mais qui agit tout comme, et à la fois un moyen d'agir et de créer dans ces espaces. C'est un moyen de recueillir de l'information, mais d'être aussi dans une dimension active. L'invisible communique donc avec nous en nous proposant à la fois de connaître, de nous nourrir d'une forme de savoir, mais aussi de faire de ce savoir quelque chose qui nous redonne un potentiel de réalisation et de création directe. Aussi, ces informations invisibles que vous allez recueillir en tant que messager de l'invisible pourront à la fois être faciles à reconnaître, puisque vous allez y voir des personnages, des expériences, des lieux, des faits qui vont vous apparaître, parfois même des faits historiques dont vous n'avez même pas conscience et que peut-être vous devrez aussi vérifier dans vos livres d'histoire, mais tout cela donnera des indications sur un potentiel à la fois de mise en conscience, parfois de résolution quand un problème se présente, ou simplement une quête de connaissance lorsque vous voulez élargir votre conscience du monde et votre vision du monde. Mais il faut savoir que l'invisible utilise toujours votre propre banque d'images et d'informations. Il m'arrive très souvent d'avoir accès à une information figurative, c'est-à-dire une scène, par exemple une scène du quotidien, un repas en famille dans lequel on discute avec une personne précise, un oncle, une tante, une grand-mère, peu importe. Eh bien, l'invisible va puiser dans votre propre mémoire pour vous restituer une forme, la forme de la discussion de famille avec une personne en particulier, admettons un oncle. Et puis il se passe quelque chose de spécifique, ça vous ramène à une discussion houleuse par exemple sur un sujet précis. Vous ne comprenez pas pourquoi, en vous connectant par exemple pour une autre personne lors d'une séance de médiumnité, vous ne comprenez pas pourquoi c'est un souvenir personnel qui vient là se présenter à vous. Mais en fait, l'invisible utilise ce que vous connaissez déjà pour vous donner la forme qui vous indiquera la nature du fond de ce qu'il veut vous transmettre. Dans ce cas-là, l'information à retenir n'est pas que vous êtes centré sur vous-même et que vous êtes incapable de vous connecter à l'autre personne parce que ce sont vos propres souvenirs qui viennent. Non. Ce que l'invisible est en train de faire, c'est d'utiliser ce que vous avez vécu, ce que vous avez profondément compris, pour pouvoir vous indiquer où se situe le nœud du problème de la personne qui vous consulte. Où se situe le nœud du problème de cette expérience que vous êtes peut-être vous-même en train de vivre maintenant, si cette connexion se fait pour vous. Ne vous attachez pas à la forme, attachez-vous au fond. Et sachez qu'à partir du moment où vous aurez compris pourquoi cette image vient de cette manière, pourquoi l'invisible et les esprits ont fait en sorte que vous connectiez avec ce souvenir, lorsque vous aurez compris le pourquoi, cela va switcher à une toute autre information et vous allez enfin être prêt ou prête à recueillir l'essence même de ce pourquoi cette connexion a lieu. C'est un jeu délicat que de connecter avec l'invisible parce qu'il faut comprendre la subtilité de sa manière de communiquer. Finalement, connecter avec l'invisible est très semblable avec la manière dont se présentent les rêves. C'est-à-dire que se présentent des images
qui peuvent parfois ne durer que 2 secondes et qui s'enchaînent avec, par exemple, des images figuratives et puis après une image qui va être abstraite et puis revenir à du figuratif, parfois même switcher d'un sujet à un autre comme si on sautait du coq à l'âne. Mais finalement, il y a toujours une logique à ce qui est vécu. Lorsque l'on est pleinement en état de vacuité vertueuse, dans un état de conscience modifié, prêt à accueillir l'information, et que l'on n'émet pas de jugement ou de contrainte sur l'information, on se rend compte que tout ce fil qui se déroule dans notre écran de l'esprit nous présente une histoire qui est tout à fait logique pour l'invisible et qui permettra la meilleure des compréhensions et des résolutions pour la personne qui le recevra et sur de multiples plans. Lorsque l'invisible vous présente un carré rouge dans un milieu de pièces familiale, d'une maison familiale, avec dans cette image par exemple certains membres de la famille, ce n'est pas une image illogique. Ça peut être par exemple la signification, la symbolique, que dans le cercle familial, il y a un besoin de structure, d'amener du cube, du carré, rouge, c'est-à-dire dans la notion de racine. Ça peut aussi faire appel par exemple aux mémoires, qui ont besoin de structurer un ensemble familial qui pourra ainsi s'équilibrer et peut-être permettre à la personne qui vous consulte de mieux redéfinir le rôle qu'elle joue dans sa famille. Et tout ça, vous l'aurez compris, en voyant un souvenir peut-être de votre propre famille, dans un milieu familial, un lieu, une maison de famille que vous avez connue, et avec un carré rouge qui apparaît en plein milieu de la pièce. Si vous êtes bien connecté à la personne, vous aurez compris que cette mémoire qui vous appartient ne vient qu'en indicateur de ce que vous avez à faire pour la personne qui vous consulte. Et si cette image vient pour vous, alors peut-être que cela vous informe que vous avez besoin de trouver une certaine forme de structure et de rôle bien défini dans votre cellule familiale pour que vous puissiez y trouver un équilibre. L'invisible parle en symboles. Il pourra peut-être vous présenter des animaux pour vous permettre de comprendre quel lien vous avez avec votre vie ou votre matière. Il pourra aussi vous montrer parfois des pans de vie qui sont des pans de vos vies passées, mais qui sont toujours actives aujourd'hui. L'invisible ne vous montre que ce que vous êtes capable de recueillir. Je vous le dis, lorsque ce n'est pas juste, lorsque vous n'avez pas à percevoir quelque chose, vous n'y avez pas accès. Devenir un messager de l'invisible, vous l'aurez compris, c'est à la fois une quête de maîtrise de nos outils corporels, de notre outil mental, émotionnel. C'est finalement une vraie quête d'équilibre en soi-même. On est loin de cette volonté d'être la meilleure version de soi-même, et de plus en plus, on le sait, c'est une hérésie totale. Non, l'objectif, c'est de pouvoir être ouvert, accessible à l'information, mais surtout de l'accueillir dans une structure bien définie et solide. Que toute information ne trouve pas sa validité à l'intérieur de soi, mais lorsqu'elle est valide, lorsqu'elle est considérée comme étant valide, elle répond alors à tout un système de valeurs basé sur le respect, l'empathie et la compréhension de ce qui est, au-delà de nos idées préconçues. Être messager de l'invisible, c'est d'avoir conscience que notre monde est bien plus vaste que ce que nous pouvons voir avec nos simples 5 sens. Être un messager de l'invisible, c'est être le sel de l'alchimiste, celui qui crée le lien entre le mercure et le soufre, non pas parce qu'ils sont extérieurs à lui-même, mais parce qu'il est lui-même le mercure et parce qu'il est lui-même le soufre. Il a seulement besoin de leur redonner une cohérence, une complétude, pour qu'ils soient finalement les deux essences d'un être équilibré, qui est à la fois capable de s'intégrer pleinement dans un monde matériel du soufre, dans un monde où il interagit avec l'extérieur par le corps, mais aussi un monde immatériel dans lequel il n'y a finalement que peu de différence entre l'autre et soi, entre le monde extérieur et le monde intérieur. Le messager de l'invisible
fait le lien entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Parce que finalement, le messager de l'invisible doit maîtriser les codes de deux mondes qui ne s'opposent pas mais se complètent. L'invisible et la matière sont les deux faces d'une même pièce. Et le messager donne conscience de l'ensemble de la pièce à nouveau. Le messager de l'invisible vient vous dire « Tu n'es pas soit pile, soit face, tu es la pièce ». Et ce n'est pas une place élitiste. Je dirais même que c'est le quotidien des humains de demain. Parce que vous le savez, nous sommes dans un temps d'apocalypse. C'est le temps de la grande révélation. Oh non, l'apocalypse n'est pas quelque chose de désastreux. Oui, cela peut être vécu avec beaucoup de résistance. Mais dans sa nature, l'apocalypse est une grande révélation. Je vais d'ailleurs me permettre de vous faire ce petit rappel. Le terme apocalypse vient du grec apokalypsis, qui signifie le dévoilement, la révélation. Si on se réfère un petit peu plus à la nature même du terme apokalypsis, on comprend que le préfixe apo signifie séparation et kalupto signifie cacher. Donc on se sépare de la notion même de cacher. Dans un sens littéral, apocalypse signifie décacher, ne plus cacher. Donc rendre visible. À mon sens, ce temps d'apocalypse est le temps des grandes révélations. Elle permet de révéler à la conscience, aux consciences, ce qui était autrefois caché. Et ce n'est pas un phénomène que l'on subit, ce n'est pas un phénomène douloureux. Pour le peu que l'on se rende disponible à cette information nouvelle, rappelez-vous de la notion de vacuité vertueuse. Cette apocalypse, elle est intérieure. À l'intérieur du collectif humain, donc de la société, nous sommes dans des temps de dévoilement de ce qui était caché, de ce qui s'affairait au-delà de notre regard conscient. Mais c'est aussi à l'intérieur de chaque individu. Individuellement, nous vivons notre propre apocalypse intérieure. Devenir messager de l'invisible, c'est voir clairement ce qui existe dans notre monde et qui ne fait pas toujours plaisir à voir. Et cela nous rend conscients. Et en nous rendant conscients de ce qui existe, cela nous rend responsables. Responsables de quelle manière nous décidons d'agir, de quelle manière nous décidons de percevoir le monde et de ce que nous sommes capables de donner pour la communauté et pour le collectif. Quelle est ma place dans le collectif? Quels sont les privilèges dont je bénéficie et que je pourrais partager? Quelles sont les pensées que je nourris dans ce monde et qui ont un impact direct dans la manière dont le monde se met en forme? La spiritualité est un chemin vers la vertu de pensée et d'acte. Non, ce n'est pas un truc de gens perchés. Lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui se dit spirituel, mais qui est complètement à côté de son corps, alors non, ce n'est pas de la spiritualité, c'est de la détresse psychologique et un besoin de s'extraire d'une souffrance qui n'est plus maîtrisée et qui est devenue apocalyptique dans le mauvais sens du terme. Une personne qui se plonge pleinement et responsablement dans une quête spirituelle est une personne qui n'aura d'autre choix que d'agir et de penser de la manière la plus vertueuse qui soit. C'est une personne qui se prendra en pleine face ses propres limites et ses propres jugements. Non pas pour la punir, mais pour les voir, pour vivre son apocalypse. L'apocalypse, c'est ce qu'une population ou une personne atteint au moment où elle doit se défaire de tout ce qui la limite pour pouvoir transcender les limites même qui lui ont été données à sa naissance. Notre société est en train d'enlever son grand manteau. Elle se met à nu, pour que nous puissions voir ce qui l'anime réellement. Et si ce qui l'anime réellement est en dehors de vos systèmes de valeurs, regardez-le en face et agissez en fonction du monde que vous voulez voir apparaître. Et ne vous laissez pas illusionner par ces informations qui sont volontairement orientées pour vous laisser croire que notre monde est perdu. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram pour suivre toute mon actualité. C'est le seul réseau social qui soit réellement actif et sur lequel je vous propose toutes les actualités et toutes les nouveautés. Je me permets de vous rappeler également que toutes les formations que je propose en accès à l'année sont disponibles sur mon site internet www.nouvellevibration.com.
Vous pourrez d'ailleurs y retrouver toutes les conférences en ligne que j'ai partagées avec de nombreux collègues et amis. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode. Je vais te laisser, Harry. Professeur, est-ce que tout ça est réel? Ou est-ce que ça se passe dans ma tête? Bien sûr que ça se passe dans ta tête, Harry. Pourquoi ça signifierait que ce n'est pas réel ?